Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là et de pouvoir vous présenter ce qu'on fait chez Renault en termes de formation. Alors le thème, c'est de l'école à l'usine et de l'usine à l'école. Donc j'ai prévu donc de vous présenter ce qu'on fait chez Renault pour le manufacturing. Donc on a un certain nombre de moyens pédagogiques, également nos missions. Et puis, je vous parler un peu d'apprentissage, ainsi que l'on a redéployé cette année. Je voudrais aussi vous donner deux exemples sur l'accompagnement de l'innovation, qui sont ce qu'on appelle S-Cube, et puis l'emboutissage à chaud, et puis quelques éléments de conclusion. Alors l'école du manufacturing, donc en fait j'interviens sur l'ensemble des usines de Renault dans le monde. Donc on a un périmètre assez large avec en gros environ un peu plus de 35 usines. Il y en a la moitié qui sont en Europe et donc tout le reste sont répartis sur l'ensemble du monde. Alors les missions de l'école du manufacturing, je les découperai en trois parties. Donc il y a évidemment toute la formation aux fondamentaux du métier du manufacturing, et ça va, je dirais, de l'opérateur sur chaîne jusqu'à l'ingénieur. Également une partie que l'on appelle compétences. Donc évidemment en amont de toute démarche de formation, on fait un travail à moyen terme sur quelles compétences on a besoin demain. Et on s'attardera d'autant plus sur les compétences qu'on appelle critiques, c'est-à-dire les compétences qui deviennent rares et qu'il faut absolument anticiper. Donc on fait une gestion dynamique des compétences où on demande à l'ensemble des 35 usines de Renault de regarder emploi type par emploi type quelles sont la dérive des effectifs, mais également en fonction des programmes industriels, des innovations qui peuvent arriver dans l'usine, de quoi elles auront besoin demain. Et puis quand on fait la différence entre les ressources et puis ce dont on a besoin, on va identifier un certain nombre d'emplois critiques qui vont permettre d'agir sur des formations nouvelles. Je pense qu'il y a 2 ans, on a par exemple développé une formation à l'école de la géométrie, puisque la compétence géométrie sur les véhicules ne s'arrête pas à la tôlerie ou au bout du montage, mais on a besoin d'avoir des gens compétents pour notamment travailler sur tout ce qui est affleurement et jeu sur une voiture. Donc ça, c'est un exemple. Et puis également, donc, on accompagne les usines en démarrage. Donc récemment, on a inauguré l'usine d'Oran en Algérie. Et donc on a aidé cette usine à recruter les personnes et puis surtout à leur donner les compétences nécessaires pour que cette usine démarre avec le bon niveau de performance attendu. Et donc on a un double enjeu, c'est évidemment de maintenir les sites existants au meilleur niveau de compétences métiers et également, je dirais, de monter en compétences les ressources nécessaires pour réussir les nouvelles activités et également tous les nouveaux projets. Donc l'école de la fabrication, en fait, on pourrait se comparer à un cabinet d'architecture en formation. Et puis on a localement donc une école qu'on appelle Global Training Center. Alors pourquoi ce titre? On est aussi dans une entité convergée avec Nissan, donc on prend aussi un certain nombre de méthodes et de moyens de Nissan. Donc ce centre de formation, en fait, on forme évidemment à tous les fondamentaux métiers, mais on forme aussi des gens qui eux-mêmes vont former partout dans le monde, puisqu'on ne peut pas accueillir sur un lieu unique l'ensemble des gens à former. Et on forme ce qu'on appelle des formateurs référents, donc on leur donne des outils de pédagogie, au-delà évidemment de ce qu'ils doivent apprendre sur le fond du sujet à transmettre. Et puis, après, localement, on a des centres de formation, je dirais, au plus proche de l'ensemble des usines où Renault est implanté. Alors, ce centre, on a une partie sur l'usine de Flins, proche de Paris, et puis une autre en Normandie, à Cléon, donc qui est une usine de mécanique. Sur ce centre de formation, on y a fait un certain nombre d'investissements. On déploie aujourd'hui
j'ai 80 000 heures de formation, je pense que c'est plutôt 100 000 cette année et au-delà l'année prochaine. On a un certain nombre, alors évidemment, de moyens, et puis des moyens dédiés en robots, en automates. Et il est très important d'avoir les moyens pédagogiques les plus récents pour que les personnes se forment pas sur des moyens anciens. Et puis, donc, dans d'autres tables rondes, on a parlé tout à l'heure de lean manufacturing. Donc, cette année, on a inauguré une toute nouvelle école qu'on appelle l'école du lean manufacturing. Alors, en fait, c'est vraiment un atelier très, très concret, pédagogique, dans lequel les stagiaires vont avoir à fabriquer des pièces. Donc cet atelier il se comporte d'une machine d'usinage où les personnes vont pouvoir usiner deux diversités de pièces. Et ensuite, on a un atelier de montage avec des postes. Alors au départ, on peut penser que ces postes de travail sont super bien en termes de performance. On a, les choses sont hyper bien rangées. On a des fiches opératoires qui expliquent comment faire. Donc c'est vraiment un lieu d'expérimentation. Et au fil de la formation, donc les stagiaires produisent et puis améliorent en permanence leur production, dans l'idée de réduire le temps entre le moment où la pièce arrive brute et le moment où elle va sortir de cette école de production. Dans cette formation, ce qui est vraiment important, c'est, alors d'abord on forme les directeurs d'usine, les chefs de département des grands départements de fabrication, et ces stagiaires sont en position d'opérateurs. Et c'est vraiment extrêmement important qu'ils vivent les choses, qu'ils vivent le poste de travail des opérateurs qu'ils encadrent dans leurs usines. Et ils ont aussi un énorme travail à faire sur trouver le poste le plus confortable, le plus beau pour que l'opérateur se sente bien et produise en quantité, en qualité, ce qu'on lui demande. Et le fait, donc c'est une formation qu'on a déployée sur 4 jours, le fait que les directeurs vivent ces situations, en fait, ça ouvre des horizons nouveaux dans leur esprit. Et à la fin de ces 4 jours, en fait, l'atelier, il n'y a plus rien. Ils ont eux-mêmes déplacé les meubles. Ils ont fait en sorte de reconstruire tout l'atelier pour pouvoir finalement produire avec aucun gaspillage, ce qui fait que, en fait, il y avait une machine d'usinage, c'est la seule qui ne pouvait pas déplacer. Donc, ils ont mis finalement toute la fabrication tout à côté de la machine d'usinage. Évidemment, ils ont alors la diversité, l'exercice, c'est est devenu de plus en plus difficile au fil des jours. Donc, on a augmenté la diversité en rajoutant des couleurs, par exemple. Donc, on a passé de 2 à 512. Ils ont amélioré la production de 50%. Et puis, ils ont aussi divisé la surface par 5. Donc, c'est un exercice que les managers de Renault suivent et on va déployer jusqu'à tous les chefs d'atelier de Renault dans le monde sur cette formation. Vraiment quelque chose de très, très concret, très pragmatique et c'est vraiment important que les hiérarchies la fassent eux-mêmes. Alors, sur nos champs d'intervention, on en a évidemment d'autres. On est présent sur d'autres dispositifs, comme des contrats d'insertion, des contrats de qualification. Également, on reçoit des stagiaires en apprentissage de tout niveau dans l'entreprise. Et puis, pendant la vie professionnelle, donc on a des parcours de reconversion interne. Par exemple, quand on a besoin de métiers comme outilleur, géomètre, analyste, on prend dans les viviers de personnes dont le métier est peut-être moins en vogue pour pouvoir les former. Et on essaye le plus possible de leur donner un diplôme, c'est un certificat de la métallurgie pour valoriser leur parcours de formation. Récemment, donc en septembre, on a développé l'apprentissage. Donc l'apprentissage, il y a un certain nombre d'années, Renault avait ce qu'on appelle une école Renault. Et donc on a remis pour des conducteurs d'installation, parce que c'est aussi une compétence qui, dans les années à venir, va nous manquer. Donc on a recruté une promotion de 12 étudiants donc, qui sont en formation pendant 2 ans avec nous, et on est sur ce sujet avec un partenaire éducation nationale qui est la FORP, et donc on va les accompagner pendant 2 ans pour qu'ils obtiennent
un bac professionnel conducteur d'installation. Et puis également, donc on va poursuivre l'année prochaine sur d'autres types de formations, comme par exemple des techniciens de gestion de production. Et puis on a l'ambition de continuer l'apprentissage qui va permettre, je dirais, quand on embauche des personnes, ceux qui auront suivi tout le cursus en amont dans notre entreprise, ils comprendront le système de production, par exemple, et ils auront un avantage par rapport à des gens qui ne connaissent pas le monde de l'industrie. Voilà, sur les principales missions. J'ai choisi donc 2 exemples sur l'innovation, pour comment on accompagne l'innovation dans les usines. Alors, un petit schéma pour expliquer comment ça fonctionne. D'abord, quand un nouveau véhicule ou un nouveau moyen arrive, il est porté par une équipe projet dans l'usine. Évidemment, la base, c'est de regarder quelles compétences les personnes auront besoin d'acquérir pour pouvoir utiliser, faire fonctionner ce nouveau produit, par exemple. Donc, on va faire évoluer les référentiels de compétences. À l'issue de ça, on va créer les formations nécessaires pour que les personnes acquièrent ce qui leur manque. Et puis, on va dispenser la formation, soit dans notre centre à l'usine de Flins ou localement par le biais de formateurs référents qui, eux, se seront formés à Flins. Alors, si je prends l'exemple j'ai pris 2 exemples, les automatismes industriels et puis l'emboutissage à chaud. Alors, sur les automatismes industriels, je dirais que en fait, sur la partie, le département ingénierie automatisme, on pourrait le comparer à un créateur d'animation. En fait, on guide ça sur 5 essentiels pour, je dirais, développer la politique métier. Le premier, c'est garantir la sécurité des hommes en usine. Évidemment, sur les automatismes, c'est extrêmement important. C'est important de toute façon tout le temps, mais peut-être encore plus sur ce domaine. Et le deuxième enjeu, c'est d'assurer une performance durable des installations industrielles. Donc, c'est aussi traiter la durabilité et puis l'obsolescence des moyens. Ensuite, assurer une exploitation et une maintenance performantes. C'est surtout réduire la complexité et puis minimiser toutes les pertes de production. Créer des standards au meilleur niveau mondial, technique et évidemment économique, donc en adaptant des stratégies, par exemple, de multi-sourcing. Et puis enfin, garantir les démarrages industriels. Donc, il faut maîtriser les temps d'études et puis tout ce qui concerne la mise au point pour que l'usine soit prête à démarrer. Alors, les automatismes industriels, donc évidemment, c'est pas une histoire récente dans l'entreprise, mais tout au long, on a fait évoluer notre politique en lien avec les contraintes industrielles et aussi avec les technologies. C'est vrai que si on regarde le petit schéma, dans les années 80, en fait, Renault développait sa propre gamme de robots et d'automates. Ensuite, on a fait évoluer les choses. On parlait plus de fonctions d'automatisme. Et puis récemment, on a créé des ruptures technologiques qui sont apparues. Et je dirais qu'on est plus vers des technologies, vers l'industrie universelle. Aussi aujourd'hui, donc on vient de franchir plutôt une nouvelle étape et on parle d'un standard système spécification, c'est ainsi pour ça qu'on appelle S-Cube, qui au-delà des fonctions d'automatisme, en fait, permet d'engager nos fournisseurs sur une responsabilité système des solutions d'automatisme. En fait, si on pouvait imager, en fait, on était plus avant sur un ensemble de briques d'automatisme et aujourd'hui, on a le ciment qui va avec. Deuxième exemple que je voulais vous présenter, qui est l'emboutissage à chaud. Alors, on a 2 lignes d'emboutissage à chaud chez Renault, donc à Valladolid, là où on fabrique la Renault Capture, et puis à Douai, sur le nouvel espace qui est en train de se fabriquer, qui va bientôt sortir. Alors, sur des pièces qui sont des longerons avant, des milieux de tablier, par exemple, en fait, le processus, en fait, la tôle, elle est portée à 900 degrés dans un four de 30 mètres de long. Puis après emboutissage, en fait, on a une chute brutale de la température jusqu'à 300 degrés. Et en fait, cette brusque variation de chaleur, en fait, qui est similaire à une trempe, c'est ce que disent les métallurgistes, permet d'obtenir une performance d'acier plus résistant. Et ça permet aussi d'améliorer, je dirais, tous les impacts sécurité sur le véhicule et tout en réduisant le poids des véhicules. Alors, cette nouvelle technologie oblige nos équipes d'ingénierie, évidemment, d'être plus compétents sur le sujet, dans le domaine de la métallurgie, donc tout ce qui est les phénomènes de trempe, et aussi sur la conception de nouveaux outils d'emboutissage. Voilà, donc c'est très important d'accompagner ces projets et de pouvoir être en avance et d'être opérationnel dans les sites là où la technologie est implantée.
Au-delà de ces deux exemples plutôt produits, évidemment, sur la partie formation, on développe aussi toute l'innovation pédagogique que l'on peut voir partout. Au-delà des modes d'apprentissage classiques en présentiel, on développe aussi beaucoup le e-learning. Alors, pas le e-learning tout seul, mais avec un tuteur. C'est vrai que l'époque où les personnes étaient tout seules devant leur écran, c'est pas forcément archi performant pour apprendre, donc c'est important d'avoir un contact et de pouvoir être animé, challengé pour pouvoir continuer la formation. On a également développé un certain nombre de jeux pour pouvoir donner des savoirs, notamment ce qu'on appelle les serious games. On a aussi des formations en réalité virtuelle, un peu tout ce qui est pose de mastic. C'est tout à fait l'exemple de la Wii que vous pouvez connaître chez vous. On a développé aussi un programme de formation particulier en utilisant les VOOC. Alors les VOOC, c'est comme les MOOC, mais c'est dans un périmètre plus restreint. Et puis on a un certain nombre de technologies, écran tactile, vidéoprojecteur, interactif, pour dynamiser la formation que l'on fait en présentiel. Alors, juste en conclusion, au-delà, je dirais, au-delà de ce que l'école fait, l'école du manufacturing fait, que je vous ai présenté synthétiquement, évidemment, Renault est présent dans énormément d'autres domaines de formation. D'abord, l'investissement formation continue est important, c'est 27 heures de formation en moyenne par salarié. On a également des parcours d'accès au statut cadre. On accompagne via la Fondation Renault des programmes de formation, des programmes académiques innovants. Et puis, on aide un certain nombre d'étudiants dans de nombreux pays. La formation, c'est évidemment tout au long de sa vie professionnelle. C'est aussi un choix d'entreprise que d'investir évidemment sur les personnes et surtout sur leurs compétences. Mais c'est aussi un enjeu de compétitivité. On ne peut pas imaginer être performant dans une usine avec des gens qui savent pas bien faire. Et je dirais que quand on ne sait pas bien faire, et surtout en production, c'est aussi facteur de stress. Donc, il est très important que les personnes soient bien dans leur poste de travail. Et puis, récemment, Renault a créé une chaire industrielle d'enseignement et de recherche sur les systèmes d'éclairage embarqués. Donc, ça a été inauguré cette semaine. Et donc, cette chaire a pour but de développer en France un cycle de formation internationale de haut niveau, préparant au métier des systèmes d'éclairage embarqués. Voilà, donc le thème de l'usine à l'école et puis de l'école à l'usine, je dirais que pour nous, l'usine, c'est l'école apprenante. Merci beaucoup, Karine. Bravo.